Ce webinaire s'inscrit dans la- les initiatives qui sont prises par notre conférence pour favoriser les échanges et le niveau d'information sur un certain nombre de problématiques qui concernent les avocats. Et nous avons la possibilité ainsi d'entretenir avec nos confrères des, des liens qui nous permettent de communiquer, de faire le point des informations dans chacun des barreaux. Alors, je voudrais remercier M. Arnaud Tessier et M. Julien Adepo qui interviennent avec M. Gildas Nonou et Mme Sophie Tessier dans ce séminaire sur les influenceurs. Je me reviens de dire quelques mots sur le thème et je passe la parole aussitôt après à Laurent Poulet, qui est beaucoup plus calé que moi. Et je voudrais simplement dire que le mot influenceur est quelque chose qui est assez préoccupant. Est assez préoccupant, pourquoi? Parce que avec le boom des réseaux sociaux, on a une exposition sur Internet qui donne une influence sur les choix, sur le libre arbitre des internautes. Et on peut imaginer que la, la traction que les influenceurs peuvent produire sur l'esprit des internautes soit de nature à porter gravement atteinte à leur libre arbitre. Les influenceurs, c'est un complément de la publicité et par conséquent, c'est une problématique tout à fait nouvelle pour ce qui concerne la protection des droits de la personne, des données personnelles et puis, in fine, dans mon point de vue, c'est une question de préservation de la liberté individuelle. Alors, voilà, je voulais, en ouvrant ce séminaire, vous faire connaître mes inquiétudes sur ce mot influenceur parce que je n'en sais pas plus. Je sais qu'il y a des dérives qui donnent lieu à des réglementations et c'est donc tout l'intérêt du webinaire de ce jour et je remercie encore vivement les participants à ce webinaire de leur contribution. Monsieur Laurent Poulet, je vous donne la parole en vous remerciant également de votre côté pour animer avec brio la partie académique de l'activité de la CIB. Merci Bernard. Bernard, tu m'as beaucoup inquiété en prenant la parole. Tu as dit que j'étais plus calé que toi sur la question des influenceurs. Je me demande quelles sont tes connaissances en la matière pour que je sois plus calé que toi. Mais bon, écoute, toujours est-il que je vais prendre la parole et essayer de la distribuer, étant précisé que, comme d'habitude, il va y avoir plusieurs interventions et que à la fin, nous garderons un peu de temps pour que des questions puissent être posées aux différents intervenants. Alors, ces questions doivent être posées par écrit dans la rubrique questions-réponses et ce sont les intervenants qui iront idéalement répondre à l'ensemble des questions posées ou sinon piocher, si les questions sont nombreuses, parmi les questions qui ont été posées. Alors, ce webinaire va se passer en plusieurs étapes. D'abord, une première étape, avec deux sous-étapes en quelque sorte. Une première étape consistera à présenter ce qu'est l'influence commerciale. Avec donc deux temps dans cette intervention. D'abord, une présentation de l'influence commerciale en Afrique subsaharienne et ensuite une définition de l'influence commerciale en France. Et puis, ensuite, vous interviendrez sur la question pour présenter une approche comparative de l'encadrement de l'activité d'influence commerciale. Donc, dans un premier temps, une présentation de l'influence commerciale, pas de l'encadrement, de l'influence commerciale en elle-même, en Afrique subsaharienne. Cette présentation
relevant des professeurs Adepo et Nonou. Et si j'ai bien suivi, c'est le professeur Adepo qui va prendre la parole en premier pour parler des définitions et des pratiques du marketing d'influence en Afrique subsaharienne. Professeur Adepo, c'est à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que le micro passe bien. Très bien. Alors, c'est un plaisir cet après-midi d'échanger avec vous sur une question, je pense, assez importante en matière non seulement de marketing, de publicité, mais également de droit. L'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire, et donc l'Afrique subsaharienne précisément, connaît une forte croissance au niveau donc, de la pénétration de l'Internet en passant je dirais, de 1% en 2000, aujourd'hui à près de 30%. Donc quand même, il faut noter que la pénétration de l'Internet a permis justement, même si on part encore de fractures numériques, on peut dire qu'il y a quand même une progression assez importante. Alors, sur le sujet question, je vais donc partager cette parole avec le docteur Nanou. Voilà, je pense que je vais juste introduire un peu cette définition, en tout cas ce qui est fait en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique subsaharienne. Et je pense qu'il va à son tour prendre la parole pour échanger sur la question. Alors, ce que j'aimerais dire avant Alors, tout, excusez-moi, je suis désolé, je vous interromps un instant, je sais que je suis très mal élevé, mais votre caméra, je ne sais pas si vous avez fait exprès ou pas, votre caméra n'est pas branchée. Ce serait peut-être plus agréable si on pouvait vous voir alors un j'ai peu fait au-dessus. des efforts pour la brancher. Donnez-moi juste une minute. Bon, c'est pas grave, hein, on est là pour vous écouter essentiellement, mais il me semble que ça serait plus sympa, plus C'est convivial si intéressant vous. de. Alors, Bon, si vous n'y arrivez pas, ok. continuez, et puis ça sera Gildas, pendant que Gildas Nonou prendra la parole, peut-être que vous pourrez brancher votre caméra. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Alors, donc, ce que je disais, donc l'Afrique est réellement très impliquée en termes de consommation sur Internet. Concernant donc l'influence commerciale en Afrique, il faut bien dire que le marketing d'influence, étant l'un des leviers de la publicité numérique aujourd'hui, est très utilisé surtout par les petits annonceurs en Côte d'Ivoire, surtout étant donné qu'on est dans une configuration liée principalement à un secteur qui est en développement, surtout avec donc de petits investissements. On a donc pas mal d'investissements en termes de publicité qui est beaucoup plus accessible, surtout à travers donc, Internet. L'influence commerciale donc, démarre surtout à partir des années 2010, avec surtout après donc, la révolution de l'Internet en Côte d'Ivoire, en Afrique, et surtout à partir donc, de la création du web social. On a donc, on pourrait donc définir le marketing d'influence comme étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des leviers de la publicité et qui justement permet donc, je dirais, la construction donc, de contenus originaux à travers donc, des vidéos, des displays et des histoires sur Internet. Ces différents créateurs de contenu surfent généralement sur leur notoriété dans leur communauté très ouverte pour recommander des produits, des marques et des entreprises. Ce que j'aimerais dire également pour terminer sur la présentation de l'influence, il faut considérer que les usages du marketing d'influence, à la différence des pays développés, est en phase de consolidation. Réellement, cette socialisation et cette humanisation du marketing a aujourd'hui n'est pas encadrée par, je dirais, un contexte juridique qui considère cela comme de la communication publicitaire ou marketing. Voilà un peu ce que j'avais déjà à dire sur la définition
de cette notion de marketing d'influence. Très bien. Et le professeur Nounou peut-il compléter cette première approche et peut-être présenter un panorama des problématiques qui ont été rencontrées ou qui sont actuellement rencontrées en Afrique? Merci beaucoup, cher Laurent. D'abord, d'entrée, je vais dire tout le plaisir qui est le mien d'intervenir dans ce webinaire. C'est une première dans l'activité, parmi les différentes activités de la CIB. Et je vois qu'il y a plus de 100 participants qui nous suivent, donc c'est une activité d'envergure. Alors, la question ou la problématique de l'influence et de l'influence commerciale est une problématique très développée, mais de façon factuelle, dans les États d'Afrique subsaharienne. Alors, puisque il n'y a pas une législation a priori, il faut définir la réalité à partir du concret. De façon concrète, qu'est-ce qui se passe? On relève que certaines personnes en Afrique qui se font appeler coach, qui ont une certaine réputation, une certaine notoriété sur les médias de communication, sur les différents forats, utilisent cette influence-là, cet avantage qu'ils ont du fait de la popularité, de l'expertise réelle ou avérée, réelle ou supposée qu'ils ont en une matière, de la connaissance qu'ils ont d'un domaine particulier, entretiennent, font des contenus et entretiennent des abonnés sur des problématiques auxquelles une partie importante de la population peut être sensible. Les publicités vont dans le domaine de la médecine, vont dans les domaines des produits corporels, mais avant, ils surfent sur une popularité qu'ils obtiennent sur la base, en entretenant des gens sur des problématiques actuelles et sensibles. Comment faire pour trouver un emploi, comment séduire et maintenir un homme, des problématiques auxquelles une bonne partie de la couche vulnérable, d'abord, peut être sensible. Et comme ça, ils finissent par appâter. Euh, le mot renvoie à une image. Ils finissent par appâter et par suite avoir des abonnés. Et dès qu'ils ont des abonnés, ils y glissent des contenus commerciaux. Ils partagent des informations pour influencer leur habitude de consommation de biens ou de services. Et c'est comme ça que le mécanisme ou la réalité d'influence et d'influence commerciale se développe. A priori, un influenceur, ça devait être un leader d'opinion sur une thématique donnée, une problématique particulière, ce qui suppose que l'intéressé doit avoir des capacités avérées, doit avoir des connaissances réelles. Mais en réalité, cela permettra de décliner sur les problématiques qui s'infèrent de la pratique de l'influence commerciale. En réalité, si on doit considérer que est influent celui qui a de la notoriété, est influent celui qui est connu et qui l'utilise comme un avantage, cette connaissance qui devait partir de compétences avérées, de capacités techniques avérées, ça n'est pas toujours le cas. Et ça permet de décliner sur les problématiques auxquelles donne lieu l'influence commerciale en Afrique. Et la première problématique à laquelle on peut penser, c'est déjà la transparence des informations qui sont véhiculées à l'occasion des contenus donnés sur les réseaux Facebook, YouTube, etc. Quelle est la qualité intrinsèque de ces informations? Corrélativement, quelle est la protection que l'on peut garantir aux consommateurs des produits, étant entendu
que l'influenceur arrive à atteindre le libre arbitre du destinataire euh, au regard de la popularité qu'il a pu accréditer. Il peut dire que tel produit est d'une telle qualité et immédiatement des personnes qui sont sous le charme de ces influenceurs n'hésitent pas à modifier leur habitude de consommation. Donc, protection du consommateur. L'autre problématique qui est souvent, qui fait parler les influenceurs en Afrique et qui appelle l'intervention des pouvoirs publics, c'est la préservation de l'ordre public sur les réseaux. On sait que la problématique de garantie et de préservation de l'ordre public est une problématique essentielle à laquelle tous les États sont sensibles. Mais lorsque c'est sur Internet, comme on le dit ordinairement sur la toile, quel contrôle pourrait-on en avoir? Les difficultés apparaissent quand il y a, par exemple, des données à caractère personnel de certaines personnes qui sont utilisées sans respect des conditions, lorsqu'il y a des plaintes en matière de diffamation. C'est vrai que la question n'est pas très justiciable devant les tribunaux dans le droit positif béninois, quand bien même sur la question de la commercialité, mais généralement, il y a des affaires dans lesquelles ceux ou les personnes qui se font appeler influenceurs ou influenceuses sont interpellés par les tribunaux du fait de diffamation, du fait d'entame à la réputation de certaines personnes, etc. etc. Les problématiques vont encore plus loin et engagent notamment la responsabilité éventuelle de ces influenceurs parce que bien des fois, ces influenceurs font de la publicité pour certains produits pour lesquels ces produits, vous n'avez pas de siège social, il n'y a pas de représentation connue des produits. On vous dit, donnez votre contact, on va vous appeler, on va vous livrer le produit et vous allez payer sur place. De sorte que dans la chaîne de transmission de l'information et de l'achat du produit, il n'y a véritablement aucun contrôle pertinent qui peut s'opérer. Voilà ce que je peux dire à l'entame des problématiques que soulève la question de l'influence commerciale. Évidemment, à l'occasion des discussions, on pourrait revenir sur bien des points. Voilà, cher Laurent, ce que je dirais d'entrée. Merci Gildas. Le fait d'organiser ce webinaire me permet d'en profiter pour vous poser une ou deux questions qui me sont venues comme ça naturellement en vous écoutant l'un et l'autre. Ce sont des questions très, très terre à terre, hein, parce qu'on n'en est pas encore à l'encadrement juridique. Mais première question, j'ai été frappé par le fait que vous avez parlé l'un et l'autre des influenceurs en Afrique subsaharienne. Est-ce que quelle est la zone d'influence des influenceurs? Est-ce que c'est vraiment l'ensemble de l'Afrique subsaharienne? Parce qu'il y a notamment le problème de la langue, me semble-t-il. Et du coup, je me demande, est-ce que ce sont les mêmes influenceurs qu'on va retrouver en Afrique francophone, en Afrique anglophone? Je me suis également demandé si c'était les mêmes influenceurs que l'on retrouvait en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, première question, si je peux me permettre, sur cette zone d'influence. Deuxième question, je suis désolé, je m'éloigne vraiment des questions juridiques, mais concrètement, un influenceur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine aura à une époque en tant que chanteur, acteur, etc., et qui transforme cette aura euh, en devenant influenceur, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé influenceur et qui n'a pas en quelque sorte de vie antérieure? Si bien qu'en vous écoutant l'un et l'autre, je me suis demandé quels étaient les influenceurs les plus connus en Afrique. Bon, moi, j'habite dans le centre de Paris, donc je peux pas, voilà, je connais mal la question. Néanmoins, je me suis dit, mais et Grand P? Est-ce que Grand P est un influenceur?
Et si c'est un influenceur, est-ce que son influence va au-delà de la Guinée? Jusqu'où elle va? Ça rejoint ma première question, toute l'Afrique francophone, etc. Euh, à vous, à vous de me répondre. Bon, je vais donc prendre la parole, docteur, si tu me le permets. D'abord, il faut signaler que l'Afrique est très grande, hein. On a donc des influenceurs qui se développent à partir donc de différentes régions. On a pas mal d'influenceurs dans la sous-région ouest africaine, justement francophone et anglo-saxonne. Donc, on a notamment ces influenceurs de l'Afrique subsaharienne, ex-colonie française, qui partagent bien sûr la langue et donc évidemment qui partagent une culture et donc une expérience en matière, je dirais, de langue également. Donc, cela, justement, dans ce contexte francophone ou francophile, on retrouve donc des influenceurs qui, qui ont l'habitude donc d'échanger sur des problématiques qui sont les leurs, et notamment la forme de consommation liée à cette culture-là les emmène évidemment à pouvoir partager un certain nombre de choses. Donc évidemment pour moi, il y a des influenceurs au niveau donc des pays anglo-saxons comme par exemple le Nigeria qui a près de 100 millions d'habitants. Donc évidemment c'est un pays qui génère beaucoup d'influence. Il y a donc pas mal d'influenceurs là-bas qui sont très connus. Alors et en Afrique du Sud évidemment, en Afrique de l'Est. Alors comment se construit l'influence? Comment naissent ces influenceurs? Il faut dire que autrefois, l'influence se construisait depuis la popularité qui venait des médias traditionnels, notamment la télévision, la radio, etc. Aujourd'hui, la plupart des influenceurs sont des personnes, il y a déjà, sont des personnes qui se sont construites sur Internet, sur le web social. Il y a des individus qui sont très connus comme Grand P, et réellement qui ne sont pas des influenceurs parce qu'ils ne mettent pas leur popularité au service des marques et des produits. Donc Grand P, que vous connaissez, est un personnage assez connu en Afrique francophone surtout. Celui-là, il utilise donc sa popularité surtout dans le monde du showbiz. Mais l'influence qui intègre, qui est la dimension du marketing numérique, notamment le marketing d'influence, implique justement une transformation, disons une transformation de la popularité qui est vendue à travers donc une recommandation qui est faite aux différents publics. Donc pour moi, je dirais qu'il y a des individus qui sont très connus, mais qui n'arrivent, qui peut-être qui n'ont pas d'intérêt ou tout simplement qui sont intéressés par d'autres secteurs, mais qui ne mettent pas leur popularité au service des entreprises. Et comme a dit le docteur Nanou tout à l'heure, nous sommes dans un environnement qui, qui grandit, qui évolue énormément et dont je dirais, le cadre, non seulement juridique, le cadre économique n'est pas préparé à cela. Voilà pourquoi on retrouve des produits qui sont prohibés, des produits qui n'ont aucune légitimité en matière de santé, par exemple, qui sont vendus sur Internet. On retrouve également des produits chimiques, donc des produits cosmétiques. On retrouve des restaurants, on retrouve tout type de produits qui est vendu sur Internet à partir justement de la promotion, de la promotion des influenceurs. Jusqu'à présent, je pense que jusqu'à présent, le marketing d'influence n'est pas considéré comme une stratégie de marketing par les autorités qui devraient justement protéger le consommateur. n'est pas considéré comme une stratégie de marketing qui est également reconvertie au niveau politique. Parce que même au niveau politique, on utilise pas mal, en Côte d'Ivoire, pas mal d'influenceurs qui, pendant les élections, justement, font la promotion des partis politiques ou la promotion des candidats politiques, mais cela n'est pas intégré justement dans ce qu'on appelait donc les différentes lois et dans le cadre juridique lié à la promotion commerciale. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la question. Merci. Gildas, est-ce que tu as un mot à ajouter?
Je vais rebondir sur les propos du professeur pour dire que, à la vérité, il n'y a pas une professionnalisation de ce que l'on pourrait appeler influence commerciale en Afrique. C'est vrai, dans certains États comme le Nigeria, État anglophone notamment, en raison de la très grande population, il y a certains qui se démarquent. Mais à la vérité, dans les États francophones, les personnes qui jouissent de cette popularité, soit dans le monde de la musique, soit dans le monde du sport, un sportif, un footballeur international à la retraite comme Didier Drogba, il a une très forte popularité, mais cette popularité n'est pas mobilisée au service d'activités commerciales pour faire du marketing. De sorte que ces personnes-là dont l'activité rentrerait logiquement dans l'influence commerciale s'ils se donnaient, s'ils mobilisaient leur popularité pour inviter à la consommation de tels produits ou de tels services, ne le font pas. A contrario, il y a d'autres personnes qui ne sont véritablement connues que sur Internet, sur les réseaux, et à force d'entretenir une couche de la population ou des personnes qui sont sensibles à tel, soit à la religion, soit au langage de la jeunesse, ils parviennent à mobiliser beaucoup d'abonnés. C'est ceux-là qui utilisent ces abonnés-là pour glisser quelques informations à titre commercial. Grand P, le professeur l'a dit, a une certaine notoriété dans le monde du showbiz grâce aux informations le concernant, mais il ne les mobilise pas pour l'instant, à ma connaissance, pour faciliter la vente d'un produit ou d'un service par les voies électroniques. Ce qui donnerait a posteriori, à partir de la définition que les différents législateurs en font de l'autre côté, la problématique de l'influence commerciale. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Laurent, si je peux juste me permettre. Mais de toute façon, Arnaud, là, c'est à vous deux. Alors, non, mais même avant, juste pour rebondir, avant que tu nous passes la parole sur les questions qui nous sont apparties, sur la question de l'influence géographique, je pense qu'il y a un point qui est très important au-delà de ce que tu viens de dire, à savoir quelle est la couverture. Il y a un sujet de justement, parce que c'est accessible à travers les réseaux sociaux, l'influence commerciale, la possibilité finalement de délocaliser son activité. Et notamment, j'entendais effectivement l'influence politique hein, qui peut exercer dans certains pays, et c'est d'ailleurs saisi hein, en France dans la loi, on y viendra dans quelques instants, mais l'exemple a été donné par nos copanélistes. Le fait de pouvoir exercer cette influence commerciale de n'importe où grâce aux réseaux sociaux rend le droit compliqué à exercer parce qu'effectivement, la saisissabilité du délinquant ou de la personne qui n'exercerait pas l'influence commerciale dans des conditions qui sont respectueuses d'un certain nombre effectivement de droits rendra possiblement la sanction plus difficile. En tout cas, je relève le point, on l'évoquera sans doute plus tard. d'accord. Bon, alors, Arnaud, je te coupe la parole avant de te la redonner, ainsi qu'à Sophie. Donc, puisque vous êtes chargé de nous présenter l'influence commerciale en France et en particulier sa définition. Oui, alors avant de revenir peut-être sur la définition, juste un bref un peu panorama de ce qui se passe en France et ce qui a aussi justifié que le législateur décide d'intervenir. Donc, en fait, en France, on rencontre exactement les mêmes problématiques que celles que vous décrivez en Afrique. C'est-à-dire que il y a eu un certain nombre de comportements sur les réseaux sociaux qui ont entraîné des dérives et des arnaques. Et donc, la protection du consommateur était entamée et donc a nécessité, en tout cas, que le législateur intervienne, bien que on avait dans notre arsenal juridique, comme j'imagine en Afrique, un certain nombre de dispositions déjà, notamment en droit pénal, qui permettaient en fait de réglementer cette activité. Donc en France, pour donner juste un chiffre, il y a à peu près 150 000, influenceurs qui sont actifs. Bien sûr, certains ont des petites audiences, mais d'autres, il y a certains influenceurs qui peuvent avoir jusqu'à 10 millions de followers sur leur compte.
ce qui effectivement représente beaucoup d'argent qui peut être brassé puisque ces influenceurs tirent pour beaucoup une activité commerciale de leur présence sur les réseaux. Donc, en France, on a considéré qu'il y avait des risques qui étaient trop grands pour le consommateur, d'autant que le public qui est visé est un public sensible, puisque c'est en grande majorité des jeunes, des mineurs pour beaucoup, et des jeunes adultes. Donc, on a eu des affaires où des mineurs se sont retrouvés hospitalisés parce qu'ils avaient suivi des régimes peu inspirés de leur influenceur, et, enfin de l'influenceur qu'ils suivaient, ou bien ils ont été entraînés dans des paris risqués. Ce qui a fait qu'il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont un peu défrayé la chronique. Et c'est pour ça que le législateur a voulu nous doter d'un arsenal juridique spécifique, notamment. Et deuxième point, il n'y a pas que la protection du consommateur, parce qu'encore une fois, il y avait déjà des dispositifs dans les textes qui permettaient de protéger les consommateurs et des infractions pénales, notamment l'escroquerie, le blanchiment, le dénigrement, etc., les pratiques commerciales trompeuses, tout ça, ça existait déjà. Mais le législateur, donc, en fait, a souhaité intervenir aussi pour encadrer, accompagner l'activité d'influenceurs et donc, quelque part, légitimer leur profession, la professionnaliser. Et donc, ça, c'est les deux aspects. Il n'y avait pas qu'une protection du consommateur. Et d'ailleurs, un certain nombre d'influenceurs eux-mêmes ont appelé de leur vœu qu'il y ait un encadrement plus strict par la loi. Voilà, en tout cas, ce qui a justifié l'intervention législative. Donc, en Afrique, il y a pas, de ce que je comprends, pas de texte spécifique, mais en France, il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont émus du fait qu'on ait justement prévu une loi, donc du 9 juin 2023, prévu une loi spécifique, alors que cette loi pourrait devenir rapidement obsolète elle est assez précise, elle vise des cas particuliers, alors qu'encore une fois, on aurait pu doter la répression des fraudes, notamment, de moyens supplémentaires, d'outils supplémentaires pour réglementer et sanctionner les pratiques, les arnaques qui peuvent se trouver du fait de la pratique de l'influence commerciale. Les influenceurs, de toute façon en France, mais j'imagine qu'en Afrique, il y a aussi déjà des condamnations. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas en France, on n'a pas attendu l'adoption de cette loi pour condamner un certain nombre de dérives et de pratiques malhonnêtes. Et ces pratiques malhonnêtes, si on peut en faire un peu un gros panorama, comment elles se caractérisent? Il y a tout d'abord des influenceurs qui ne disent pas que en fait ils vendent un produit quand ils font leurs vidéos, etc. Ils ne précisent pas qu'ils ont derrière une intention commerciale. Donc ça, c'est ce qui peut être évidemment condamnable. Deuxièmement, évidemment, comme vous l'évoquiez en Afrique, il y a des influenceurs qui font la promotion de produits dangereux, voire interdits sur le territoire français. Donc ça a donné lieu aussi à un certain nombre de condamnations. Évidemment, des pratiques médicales douteuses, là, qui peuvent conduire à des catastrophes. Ça, c'est un peu le troisième grand volet de ce qui a été constaté. Donc, il y a juste pour donner un exemple un peu concret, il y a une affaire donc de l'influenceuse Kenza Benchrif, dite Poupette Kenza, donc qui a été condamnée donc sur la précédente législation, donc à une amende de 50 000 euros pour avoir fait la promotion d'un produit de blanchissement de dents qui était interdit en France et pour ne pas avoir signalé sa véritable intention commerciale dans tous les placements de produits qu'elle faisait. Donc voilà, c'est encore une fois ces deux aspects, protéger le consommateur, mais aussi professionnaliser cette pratique
qui a conduit donc le législateur pour la première fois à définir ce que c'était que l'influence commerciale. Donc là, il y a une définition qui a été donnée, et puis pour donner un régime juridique avec éventuellement des sanctions en cas de dérive. Voilà ce qui a motivé en France que l'on adopte un texte spécifique. Alors effectivement, cette loi du 9 juin 2023, elle intervient, et elle intervient effectivement un peu comme une loi de marketing législatif. Comme tu viens de le rappeler, on n'avait pas forcément besoin de cette nouvelle boîte à outils puisqu'on avait déjà les outils. Mais c'est en quelque sorte un rechappage, on redesign l'outil et on en fait surtout une promotion pour expliquer que il faut encadrer cette influence commerciale et il faut lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le titre de la loi. Encadrer l'influence commerciale, lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux et donc donner une visibilité aux mauvaises pratiques, donner une visibilité à ce qui n'est pas permis et professionnaliser, on va le voir. Ce qui est intéressant de souligner, puisqu'on parle de définition, c'est que ce n'est pas une définition de l'influenceur qui est donnée, c'est une définition de l'influence commerciale. Que recouvre l'influence commerciale? Le législateur a fait le choix de ne pas s'intéresser au statut de l'influenceur, qui aurait été une autre approche, et qui était d'ailleurs l'approche première qui avait été retenue et qu'il a abandonnée en cours de route. En fait, en quelque sorte, il ne s'intéresse pas à ce statut de l'influenceur, il s'intéresse à essayer de couvrir l'ensemble des situations que recouvre l'influence commerciale afin d'atteindre au mieux l'objectif, viser le maximum de situations, protéger les consommateurs et éviter les dérives. Alors, la définition très précise qui est donnée par la loi vise les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque. Ces personnes exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Donc, on a plusieurs éléments dans cette définition qui est très complète, qui est très lourde. On va peut-être s'arrêter quelques instants sur quelques-uns des indicateurs les plus essentiels. Déjà, c'est l'utilisation de la voie électronique, comme le rappelait tout à l'heure notre confrère Vattier, effectivement, c'est les réseaux sociaux, l'utilisation de ces réseaux sociaux et ce que ça peut permettre. À ce titre-là, effectivement, peut-être relever que en France, en tout cas, et c'est pour ça que le législateur est intervenu, mais en Europe, je pense que c'est assez massif aussi, les marques utilisent beaucoup dans leur stratégie de marketing le- le- les influenceurs. On voit bien qu'il y a effectivement dans le panel des solutions qui sont utilisées par les marques aujourd'hui pour assurer la promotion de leurs produits, les influenceurs sont un canal privilégié. Et c'est là où c'est inquiétant aussi, effectivement, parce que euh, les données qui circulent sur les réseaux sociaux sont utilisées par les marques pour essayer de cibler au mieux quels sont les influenceurs qui correspondent le mieux à la communauté qu'ils essayent de cibler. Donc c'est inquiétant au titre des libertés individuelles, bien évidemment, parce que le grand Big Brother nous regarde tous, mais il nous passe à la moulinette en permanence. Et ce qui fait que on a finalement des influenceurs de taille tout à fait variée. Tout à l'heure, Sophie, tu disais qu'il y en avait qui allaient jusqu'à 10 millions de followers, mais les marques peuvent être intéressées, y compris par des nano-influenceurs, des influenceurs qui finalement ont peut-être une faible audience, mais cette faible audience est peut-être plus efficace comme cible parce que l'influenceur a sur cette communauté une notoriété beaucoup plus influente, ce qu'on appelle en marketing le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est en quelque sorte la valeur de l'influenceur qui se détermine par le nombre de suiveurs euh, et les réactions que suscite chacun des posts qu'il va publier, chacun des contenus qu'il va publier. Donc,
il peut y avoir donc des taux d'engagement sont beaucoup plus forts sur des influenceurs avec une communauté plus réduite parce qu'elle est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise, de sorte que les marques vont avoir de façon, par ricochet, en quelque sorte, une influence beaucoup plus directe. Et ces nano-influenceurs peuvent donc être, si on parle de risque, ils sont plus dangereux, puisque leur influence est beaucoup plus automatique par ce taux de conversion, effectivement, de leur message. Et c'est la raison pour laquelle le législateur n'a pas fixé de seuil à cette notoriété qui constitue malgré tout un critère d'appréciation de la définition de l'influence commerciale. L'influence commerciale, c'est l'édition de contenu par quelqu'un qui profite de sa notoriété. Donc, il faut qu'il y ait une notoriété, mais le législateur s'est attaché à faire en sorte que cette notoriété puisse commencer avec une audience qui est très faible, en ayant finalement la volonté de protéger. Je protège et peu importe qu'effectivement il n'y ait qu'une personne ou deux qui soient touchées par la dangerosité d'un produit illicite qui serait diffusé par l'influenceur, si jamais j'ai réussi à protéger ne serait-ce qu'une personne, la loi a visé son objectif. Bon, sur les critères de définition de l'influence commerciale, on peut relever aussi que la loi française vise l'influenceur, personne physique ou personne morale. Pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus d'influenceurs se sont constitués par l'intermédiaire d'une société commerciale, hein, de sorte que le législateur s'est attaché effectivement à couvrir le plus largement possible. Et peut-être qu'effectivement, d'ailleurs, ces sociétés commerciales seront plus facilement atteintes par des poursuites judiciaires qu'une personne physique. Euh, Puisque l'activité sera plus importante. Un autre critère essentiel dans la définition de l'influence commerciale, c'est le constat que l'activité doit être exercée à titre onéreux, euh, avec, en tout cas dans la législation française telle qu'elle est consacrée aujourd'hui, le caractère onéreux qui est apprécié de façon très souple, puisque ça peut être l'octroi d'une somme d'argent, l'octroi d'un bien en nature, hein, une marque qui effectivement remettrait à un influenceur un produit de sa marque pour que ne serait-ce que par effectivement une publication, un contenu, il se filme en train d'ouvrir un paquet, ouvrant et découvrant une montre magnifique dont il serait effectivement tombé en pamoison devant et de nature à promouvoir l'influence. Mais on peut imaginer d'autres situations. La lecture des débats parlementaires est assez intéressante parce qu'en fait, les parlementaires ont été passionnés par ce sujet. À croire que les réseaux TikTok, Snapchat et autres leur parlent énormément et qu'ils étaient soucieux de la protection de leurs propres enfants. Mais ils étaient tellement passionnés qu'ils ont voulu créer des mots. Et il y a eu des pages et des pages de littérature et de débats sur ce que pourrait représenter effectivement l'octroi d'un avantage en nature, en argent. Tout ça pour revenir au final à cette notion d'exercice à titre onéreux qui correspond à une définition juridique bien connue. Et il aurait été bien malheureux de créer de nouveaux mots dans la législation française qui auraient donné lieu à des interprétations un peu diverses et variées. Voilà. Voilà comme pour un rapide tour d'horizon de notre législation, dont le gouvernement, et en particulier le ministère de l'économie, qui a été très très fortement influenceur sur la loi, est très fier et a énormément communiqué, mais on a, en tant que juriste, un peu le sentiment qu'il y avait une volonté de faire une loi pour faire une loi, ce qui est toujours un peu embêtant quand la loi est bavarde. Parce qu'effectivement, alors les juristes s'en saisiront et pourront faire dire des choses à la loi, mais il y a surtout une volonté effectivement de mettre en lumière les dangers et d'assurer la promotion effectivement d'un encadrement. Il y avait peut-être d'autres moyens de le faire que par une loi. Voilà, il y avait peut-être le moyen de faire des posts sur TikTok et autres pour effectivement expliquer quelles pouvaient être les dérives et les illustrer
il est pas acquis qu'une loi était nécessaire. On y reviendra sans doute dans nos échanges après. Merci. Avant qu'on passe à l'aspect plus juridique des choses, à l'encadrement de l'activité, j'ai quand même une... Je suis désolé, vous allez trouver que je suis obsédé par la question de la définition de l'influenceur. Je reviens un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de quelqu'un Grand P, qui me semblait pas très connu par ses propres talents et qui me semblait très présent sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui m'a fait penser que c'était peut-être un influenceur. Et en gros, vous m'avez répondu que non, parce qu'il ne mettait pas sa notoriété au service d'une marque commerciale. Je comprends bien. Mais alors, euh, là, j'étais à Abidjan il y a 3 semaines. J'étais à l'hôtel Pullman, non, à l'hôtel Noom, et je voyais à côté de moi l'hôtel Pullman, et là, il y avait une publicité gigantesque sur un mur de Mewé. Mewé qui est un chanteur. Est-ce que à partir du moment où il se met à faire de la publicité, est-ce que ça devient un influenceur? Mais à ce moment-là, est-ce que Depardieu, quand il faisait des publicités pour des pâtes il y a 20 ans, était lui-même un influenceur sans le savoir? Voilà, ma question est peut-être idiote, mais j'arrive pas à avoir des idées claires en la matière. Et le premier de vous deux, de vous quatre qui peut répondre, ça m'ira très bien. Alors, je vais répondre pour Méry avant de laisser son compatriote répondre. De mon point de vue, la réponse est nettement oui. Nettement oui. Quand Méry a la possibilité de mobiliser des milliers de personnes à une cause donnée. Maintenant, quand il s'investit pour la promotion d'un produit ou d'un service, cette manière, mais il faut être hésitant. Est-ce que la voie par laquelle cette publicité s'accomplit est la voie électronique? Est-ce que est-ce qu'il utilise les médias Internet? C'est ces questionnements qui feront que et la réponse n'est pas, ne rentre pas dans la catégorie de l'influence commerciale. Tant qu'on n'a pas la mobilisation de la notoriété par cette voie, on ne peut pas parler d'influence commerciale. Sans doute qu'il participe à la promotion d'un produit et qu'il pourrait être rémunéré, mais ce n'est pas l'influence commerciale au sens contemporain où l'on le saisit. C'est ce que je dirais. Donc Depardieu, non, et une actrice qui, au Festival de Cannes, porte une belle parure, non plus. Oui, 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 ouais, moi je pourrais ajouter quelque chose. Effectivement, c'est une stratégie publicitaire, hein, stratégie publicitaire qui est diffusée dans les grands médias, notamment à la télévision, sur les affiches, etc. Mais quand on parle de stratégie de marketing d'influence, donc d'influence commerciale, évidemment, on se retrouve sur le web social, hein, sur le web social, notamment sur les médias sociaux. Donc, il utilise donc cet individu, cette personne utilise sa notoriété, sa popularité en faisant la promotion d'un produit. Alors, si Mewe avait, lui, en tant que grand artiste africain ivoirien, avait sur sa page Facebook ou Twitter ou Instagram, avait fait la promotion de ce produit en conseillant justement à ses internautes, à sa communauté de consommer un produit ou d'acheter un produit ou faisait simplement la promotion de la marque, évidemment, on serait dans le contexte de l'influence commerciale parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas web social, tant qu'il n'y a pas, Internet, notamment médias sociaux, effectivement, on est dans d'autres stratégies commerciales, publicitaires, etc., mais pas d'influence. L'influence commerciale est réduite principalement à la question liée à l'usage du web social. Voilà. Et du propre web social de la personne qui a cette notoriété. C'est là où la distinction doit être faite, Laurent. En fait, la marque qui utilise la notoriété d'un acteur ou d'une actrice pour se mettre en avant, une actrice qui est une ambassadrice de marque à Cannes et qui va porter effectivement des vêtements ou des bijoux de marque, si la marque l'utilise sur ses propres réseaux sociaux, ce ne sera pas considéré comme une influenceuse, ce sera un mannequin, enfin, il faudra réfléchir à la qualification juridique,
mais ce ne sera pas une influenceuse. On l'utilise. En revanche, c'est si elle utilise sa notoriété sur ses propres réseaux sociaux pour faire la promotion. Là, voilà. Et parfois, la frontière sera poreuse parce qu'il y aura un mix qui sera utilisé à la fois de cette image sur les réseaux sociaux de la marque, etc. Donc, les contrats sont importants. Absolument. Très bien, merci. Bah, écoutez, j'arrête avec mes questions et je vous laisse de nouveau la parole à tous. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez la prendre. On a déjà un tout petit peu abordé, mais très rapidement, la question de l'encadrement juridique de l'activité d'influence commerciale. Euh, L'idée, c'est vraiment maintenant d'approfondir cette question en trois temps. D'abord en parlant de la protection du consommateur, ensuite de la professionnalisation des pratiques d'influence commerciale et enfin de l'harmonisation des pratiques d'influence commerciale. Et là, l'idée, c'est d'avoir une approche comparative. Donc, vous avez tous les quatre vocation à intervenir. Et je vous laisse voir qui veut intervenir en premier. Je ne veux pas arbitrer, c'est trop délicat. Moi, je peux commencer sur la protection du consommateur, donc les différentes dispositions donc, qui ont été introduites ou rappelées par la loi, puisqu'encore une fois, il y avait déjà des dispositifs qui étaient acquis déjà dans les textes. Donc déjà, concernant... et puis après, je pense que ça peut être aussi intéressant, par exemple, en Afrique, si jamais un jour il y a des velléités peut-être de réglementer, de légiférer, il y a aussi un guide des bonnes pratiques qui a été édité pour la pratique commerciale, donc qui donne aux influenceurs eux-mêmes un certain nombre de recommandations issues de la nouvelle loi, qui permet en fait de voir comment le législateur a décidé de protéger le consommateur. Donc déjà de manière concrète, concernant la publicité, désormais l'influence commerciale est soumise aux mêmes règles euh, que pour tout autre support médiatique. Donc, ce qui signifie qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont interdites. Il est interdit donc de faire la promotion par l'influence commerciale donc de différentes activités. Donc, je les reprends rapidement. Donc, interdiction concernant le tabac, la cigarette électronique, tout ce qui est acte de chirurgie esthétique et de médecine esthétique, tout ce qui est promotion de médicaments qui sont soumis à prescription médicale, les abonnements de pronostics sportifs et tout ce qui est produits financiers risqués. Donc tout ça, c'est exclu, il est interdit de faire des vidéos pour promouvoir ce genre de produits. D'autres produits, comme c'est déjà le cas pour les autres médias, notamment concernant les boissons alcoolisées, etc., sont en revanche, elles, encadrées de la même manière que sur les autres supports. Mais ce qui est intéressant, donc au-delà de la publicité, c'est qu'il y a, et ça, donc ça a été évoqué précédemment, il y a une obligation de transparence. Pour mieux protéger le consommateur, il faut qu'il y ait un certain nombre d'informations lors des vidéos de promotion. Donc, notamment, il doit être inscrit par un logo ou par un texte que c'est une utilisation commerciale qui est faite. Il y a une intention commerciale, donc ça doit apparaître à l'écran. Donc ça, c'est déjà intéressant pour la protection du consommateur. Tous les arguments qui sont évoqués et les promesses commerciales doivent être vrais et vérifiés. Donc là aussi, ça permet que certaines dérives constatées soient un petit peu limitées. Et aussi, ce qui est important, c'est que l'influenceur est responsable, même si c'est pas lui qui va livrer bien évidemment le produit, mais il est responsable à l'égard de l'acheteur des produits qu'il promeut. Donc ça, pour le consommateur, évidemment, c'est une garantie supplémentaire. On doit lui garantir que le produit n'est pas contrefait, qu'il n'est pas dangereux, et l'influenceur engage sa responsabilité là-dessus. Voilà. Dans un autre domaine, dans un souci de transparence, parce que ça, il y a eu évidemment avec les mineurs, il y a eu un certain nombre de problématiques.
quand l'influenceur modifie l'image qu'il publie, et notamment amincit les silhouettes ou les visages sont modifiés, ça doit être indiqué. Donc ça permet aussi de mieux réglementer et d'éviter certaines dérives. Et ça, c'est notamment concernant le public spécifique des mineurs. Et évidemment, effet dissuasif de tout cela, c'est que euh, en cas de manquement à toutes ces obligations de protection du consommateur, la loi a prévu que les peines pouvaient aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc voilà en ce qui concerne rapidement ce qui a été prévu pour mieux protéger le consommateur. Alors, avec votre permission, hein, sur le volet protection du consommateur, il y a des dispositifs législatifs classiques. Pour le cas du Bénin, par exemple, il y a quelques dispositions sur la loi portant protection du consommateur qui précisent formellement que, il doit y avoir une information vraie, sincère et complète. Et cette disposition a été renchérie par celle du Code du numérique qui date de 2018 au Bénin, les dispositions relatives au commerce électronique. Il y a quelques dispositions qui prévoient clairement que lorsqu'il y a une publicité qui se fait par voie électronique, cette publicité doit satisfaire à certaines exigences pour ne pas induire le consommateur final en erreur. Évidemment, ces dispositions sont accompagnées de sanctions. Mais la difficulté ou ce qui fait que ces dispositions sont insuffisantes par rapport à la problématique de l'influence commerciale, c'est que l'influenceur n'est pas forcément localisé, n'est pas forcément identifié comme tel dans notre contexte. Donc, il peut y avoir quelques difficultés à appliquer cette réglementation qui peut se trouver un peu obsolète. Donc, euh, il peut y avoir nécessité, par exemple, sur le point de la responsabilité de l'influenceur sur lequel le législateur français a intervenu clairement, cette perception peut gagner également les droits positifs nationaux comme celui du Bénin. Comme ça, le consommateur s'en trouvera davantage protégé. C'est ce que je dirais pour ne pas être très long. Alors, moi, j'aimerais intervenir un peu sur la même question au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut bien dire, il y a une certaine recherche sur cette question, et notamment, il faut tenir compte on va dire de l'éthique hein, de la publicité. Réellement quand le législateur nous parle euh, de pouvoir sanctionner, notamment les sanctions sur la responsabilité de l'influenceur, moi j'aimerais bien que l'annonceur soit responsable également. L'annonceur soit responsable parce que généralement, les influenceurs, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent être à l'extérieur du pays, ils sont difficilement localisables. On peut utiliser des influenceurs qui vivent donc à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, si on parle du cas ivoirien. Et donc, il est difficile de mettre la main sur eux, en tout cas de les toucher au niveau des sanctions. Ce serait plus intéressant, pour moi, beaucoup plus pertinent de pouvoir agir sur les annonceurs qui sont ceux-là qui détiennent les marques et les différents produits qui sont produits par les influenceurs. En Côte d'Ivoire, je dois dire, il y a énormément de produits qui sont diffusés, des produits contrefaits, qui sont diffusés à travers la promotion des différents influenceurs. Et l'influenceur, justement, il est surtout porté par l'économie, la logique marchande, donc il fait la promotion de n'importe quel type de produit. Ce qui met, bien évidemment, ce qui nous interpelle sur la protection du consommateur. Les lois qui sont liées justement à la consommation donc, ou à la publicité traditionnelle n'arrivent pas justement à pouvoir couvrir les questions liées à l'influence et notamment au marketing numérique. Donc, les produits et les marques qui sont produits sont divers et multiples. On passe de, comme j'ai dit tout à l'heure, des produits pharmaceutiques, des produits de beauté. On passe également sur des questions
à nos politiques. Il n'y a donc aucune limite. Hein. Donc le modèle peut-être français pourrait intéresser, pourrait guider un peu les législateurs ivoiriens africains pour justement pouvoir intervenir sur ces questions. Et je sais que l'Union européenne, justement, a réfléchi sur la question. Et justement, ce qu'on recherche aujourd'hui chez les, on va dire, chez les annonceurs et chez les influenceurs, c'est surtout de l'éthique. Hein, une éthique, une transparence qui permettrait, peut-être que cette logique de transparence permettrait donc de pouvoir identifier justement les échanges commerciaux entre l'influenceur et les différentes marques. Parce que jusqu'à présent, le débat court encore. Comment intervenir et comment arriver à encadrer de façon assez pertinente la question du marketing d'influence, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Sur la question de la localisation de l'influenceur, la France a, donc dans la loi, a prévu justement que, parce qu'on avait beaucoup d'influenceurs français qui résident à Dubaï, et donc elle a prévu que la responsabilité de l'influenceur était étendue dès lors que le public visé par l'influenceur était français, et en pratique contraint l'influenceur à désigner un représentant légal qui doit forcément demeurer en Europe, et ce, afin que, évidemment, en cas de condamnation, de dédommagement, il y ait un représentant légal qui puisse assumer. Voilà. C'est clair. Merci. En définitive, les influenceurs, c'est une profession qui va être réglementée, alors, avec une éthique professionnelle. Réglementé en tout cas. Oui, mais Est-ce que la réglementation créera l'éthique? Ça, c'est autre chose. Nous, on influence les juges. Juste une question. Et concernant les annonceurs, est-ce qu'ils ont été pris en compte? Est-ce que Oui, alors, justement, oui, ils ont été pris en compte. Bah, justement, bah, cette éthique, elle se traduit effectivement à travers une réglementation et surtout par une contractualisation. Donc, pardon Laurent, mais je vais basculer directement vers le troisième point, on reviendra au deuxième après. Mais il y a une contractualisation de la relation entre l'influenceur et l'agent d'influenceur ou l'annonceur. Et il y a nécessairement donc un contrat. Donc, il y a vraiment cette ambition de professionnalisation, et c'est plus cette professionnalisation qui vise à rechercher une éthique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a eu un lobbying très très fort qui a été mené par les gros cabinets d'agents d'influenceurs pour conduire à ce que cette loi soit adoptée et définisse ces cadres contractuels. Cette contrainte, effectivement, allait créer l'éthique. Vous avez raison, Bernard Vattier, effectivement, c'est effectivement la généralisation d'une approche beaucoup plus normative, normée, qui doit conduire à ce qui est cette éthique. Et c'est vrai que dans les débats parlementaires, c'est essentiellement des agents d'influenceurs qui sont venus expliquer leurs pratiques et qui ont poussé énormément, parce que je pense que c'était à la fois leur crédibilité et leur survie qui étaient en jeu, en se disant, bah, en fait, nous, on est là, mais si on veut survivre et ne pas finalement être emporté avec l'eau du bain de l'ensemble de ces influenceurs ou de ceux qui se qualifient d'agents d'influenceurs et qui ont des pratiques qui ne sont pas très honnêtes ou en tout cas pas très normées, eh bien, on a intérêt à passer à un cran plus loin. Donc, il y a une exigence de conclure un contrat avec donc des responsabilités contractuelles qui sont associées. Il y a un certain nombre de mentions obligatoires et il y a une nullité qui est associée à l'absence de respect de ces règles formelles. Donc il y a un contenu, mais un contenu avec un formalisme impératif qui est sanctionné à peine de nullité, ce qui est un cas dérogatoire du droit commun, mais là je me retourne vers Laurent, le sachant sur ces questions-là. Sûrement. Et c'est une situation un peu exceptionnelle avec une vraie volonté
effectivement, de rendre responsable. Et je pense que là, c'est pour remonter au niveau de l'annonceur ou de l'agent d'influenceur en termes de responsabilité, au-delà de ce que Sophie a déjà rappelé, à savoir une approche aussi. Alors, une approche originale d'un point de vue contractuel, parce qu'il y a cette nullité attachée à du formalisme qui doit détailler effectivement les chaînages de l'engagement contractuel et de ce que chacun doit faire, des responsabilités qui sont adossées, et puis une approche très originale de droit international privé, puisque il y a une attractivité du droit français à des situations qui normalement ne devraient pas être couvertes, tant en créant un représentant au sein de l'Union européenne ou en France pour l'influenceur individuel, pour éviter qu'il aille se cacher à Dubaï ou ailleurs. Visiblement, ils ont un peu fui Dubaï en raison de la fiscalité qui était en train de se dégrader, parce que le fisc aussi les traque du fait de l'ambiguïté de leur situation fiscale. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une volonté, vous avez raison, de définir une éthique par un rétrécissement des acteurs aussi, ou en tout cas faire en sorte que les acteurs qui resteront sur la table de jeu soient des personnes qui soient conscientes des responsabilités qu'elles ont. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de façon très proche de l'adoption de la loi, un peu avant et un peu après, un certain nombre d'influenceurs réputés, enfin connus, pardon, pas réputés, connus, et notamment la célèbre Poupette Kenza. Oui, on a fait des recherches aussi pour être... voilà, Poupette Kenza a été sanctionnée à plusieurs reprises. Elle a elle-même communiqué hein, sur ses propres condamnations avec des mots d'oiseau à l'égard de la DGCCRF et du législateur, de la direction de contrôle. Mais on voit qu'il y a malgré tout, et depuis, il y a moins de noms d'oiseaux, ce qui prouve qu'effectivement, même des personnes qui semblent assez éloignées de la connaissance de la loi, progressivement corrigent leur comportement parce que les sanctions qui sont prononcées par la direction de la répression des fraudes est rapidement à hauteur au moins de 50 000 euros. Donc il y a une volonté de taper au portefeuille aussi des influenceurs, ce qui représente effectivement une capacité à pouvoir faire bouger les choses. Merci. Alors, je reprends la parole un instant. C'est la deuxième fois que vous parlez de euh, Poupette Kenza, hein, si je ne me suis pas trompé, qui n'est pas une intime. Mais alors, c'est amusant parce qu'en parallèle, on a un avocat qui nous suit, un confrère qui nous suit depuis Rouen, qui nous dit que Poupette Kenza est à Rouen, C'est Oui, semble-t-il. vrai, oui, c'est vrai, c'est c'est une vrai. Rouennaise. Peut-être qu'on pourra la faire intervenir dans un prochain webinaire, on verra. Je vous propose qu'on avance un peu parce que le temps presse et qu'il faut garder du temps pour répondre aux différentes questions. Donc avançons, à moins que, pour enfoncer le clou, le professeur Adepo ait très envie de donner un coup du marteau. Non, 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 je cherche tout simplement à faire passer la vidéo. J'espère que je le ferai avant la fin du webinaire. Ça marche pas toujours. Bon, très bien. Et donc, je voudrais à ce moment-là qu'on aborde le thème suivant, à savoir la professionnalisation des pratiques d'influence commerciale et puis l'harmonisation des pratiques d'influence commerciale qui a déjà été un tout petit peu abordée. Donc, allez-y. Toujours, alors, la dernière fois, je crois que c'est Sophie Tessier qui a lancé un sujet. Peut-être qu'on peut changer cette fois. Gildas Nonou, ça fait quelques minutes qu'on ne t'a pas entendu. À toi, Gildas, peut-être? Sur la question de la professionnalisation, de mon point de vue, elle interviendrait dès après l'intervention du législateur pour fixer le cadre, pour fixer le cadre, pour fixer les principaux acteurs de la pratique et ce qui peut être leurs prérogatives et leurs responsabilités. En l'état, je ne suis pas sûr si les principaux influenceurs profitent ont une rémunération conséquente, et ce qui permettrait évidemment au pouvoir public de profiter de la rémunération et les imposer éventuellement. Mais en l'état, dans le droit positif, euh, il faut, la réglementation est nécessaire pour approfondir clairement certains aspects que les dispositifs classiques ne permettent pas de réguler. Voilà. Merci, Gildas.
Professeur Adepo, pardon. Alors, ce que je dirais, il faut bien comprendre que je pense que l'État se doit de protéger les consommateurs. Il est bien vrai que la question liée à l'influence commerciale est assez nouvelle en Côte d'Ivoire, un peu dans le monde, mais beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Le législateur n'a pas encore pris les rênes de cette question, ce qui implique réellement, ce qui provoque tout un chamboulement, toute une explosion des influenceurs qui de plus en plus sont utilisés par les marques et les produits. Alors, ce que j'aimerais dire également, euh, aujourd'hui, l'utilisation de l'influenceur euh, implique, du fait de l'environnement économique, la diffusion, on va dire la promotion de petits produits. Je veux dire que sur Internet, avec le coût de la promotion à travers les influenceurs, on a la possibilité de pouvoir faire une publicité assez facilement avec n'importe quel type d'influenceur, avec un budget assez réduit. Ce qui provoque justement une promotion assez plurielle, assez multiple de tous les types de produits. Euh, je pense qu'il est nécessaire et même très important de réfléchir à la question parce que justement, la plupart de ces produits qui sont diffusés et qui sont promus à travers Internet et à travers les médias sociaux et à travers les influenceurs n'ont pas donc un accord de l'État, notamment en termes sur les questions liées à la santé, donc les produits médicaux, les produits de santé. Ce sont des produits qui n'ont aucune autorisation de l'État. Pour moi, c'est essentiel de penser à une législation en la matière, de manière justement à protéger le consommateur et surtout à réorganiser une profession qui se développe de plus en plus. Euh, avec l'émergence de ces différents promoteurs, de ces différentes personnes, le consommateur est de plus en plus exposé à toutes sortes de problèmes liés à la consommation. La question est la suivante. Est-ce qu'on a les outils et les mécanismes qui sont disponibles aujourd'hui? On le verra avec l'expérience française et on le verra avec ce qui se fait en Europe. L'expérience française et espagnole, on verra un peu comment ces différentes lois qui sont établies arrivent à un peu réorganiser le secteur. Vous avez dit tout à l'heure que les influenceurs qui étaient à Dubaï bougent. Ils essaient de chercher de nouveaux pôles liés à quoi? Bien sûr à l'économie, liés au budget, surtout aux impôts, hein, qui sont considérés aujourd'hui comme assez importants pour les influenceurs, disons tout simplement, créer une entreprise. Et en Afrique, justement, on parle souvent de paradis fiscal parce que justement, les entreprises ont beaucoup plus de facilité à se construire. Et justement, je dirais, n'importe qui arrive à générer de la popularité sur Internet devient un influenceur lorsqu'il met cette popularité-là au service des marques et des produits. Donc, je pense que le débat est ouvert. Il faut une législation, il faut des textes de loi pour pouvoir encadrer cela comme vous l'avez fait en France et pourquoi pas dans les pays africains. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir développer ce genre d'activité pour pouvoir surtout limiter les problèmes liés à la consommation? Je pense que la question est lancée là. Voilà un peu. Je vous remercie. Pour parler très concrètement, je sais que le professeur Nounou a une obligation dans quelques minutes qui risque d'être obligé de nous quitter. Donc, est-ce que vous avez des choses à aborder sur le fond avant que nous répondions, que vous répondiez plutôt aux questions qui ont été posées? Il y a 11 questions. On ne pourra pas répondre aux 11, mais on aborde les questions? Très bien. Très bien. Alors, je vous laisse piocher. Euh, j'ai un peu regardé et j'ai constaté que beaucoup de questions, il y a plusieurs questions, notamment autour de la Guinée. Je ne suis pas sûr que ce soit Sophie et Arnaud Tessier qui soient les mieux placés pour y répondre.
En revanche, parmi les premières questions, je pense qu'il y a peut-être des questions auxquelles vous deux, vous pouvez répondre. Et puis ensuite, on laisserait la parole euh, à Gildas assez rapidement pour le libérer. Et puis à Julien Despaux, donc professeur Despaux. Ou, ou- ou bien, si vous êtes un peu hésitant, je donne directement la parole à Gildas Nonou pour le libérer. Allez, Gildas Nonou, à toi. Mais alors, il faut que tu trouves des questions pertinentes, qui t'intéressent et auxquelles tu peux facilement répondre. Je lis une question qui porte sur la loi applicable et au tribunal compétent lorsqu'un influenceur qui fait du marketing sur un produit contrefait pendant ses vacances, euh, donc un pays qui n'est pas le sien. La problématique est globale et les copanélistes ont évoqué la question. En raison de l'insaisissabilité géographique de l'influenceur, il peut arriver qu'un individu X se retrouve à Dubaï ou bien se retrouve en Sibérie et qu'il influence le comportement des internautes au Bénin, au Togo ou au Rwanda. Et évidemment, lorsque le produit sera contrefait à l'arrivée, quel mécanisme aura-t-on pour l'appréhender si sa responsabilité pénale doit être engagée? C'est les difficultés, ce sont les difficultés auxquelles une législation sur la question donnerait lieu. En l'état, je pense que c'est le droit international privé classique qui serait mobilisé. Je ne vais pas me hasarder à essayer de donner des réponses très précises à un tel cas pratique, vu que la question de l'influence commerciale, du moins dans nos États, n'est pas encore très saisissable. Voilà ce que je dirais sur cette question. Je laisserai la parole à Maître Arnaud Tissier et à Sophie Tessier pour esquisser peut-être une réponse sur le sujet, étant entendu que la problématique peut se poser également en France et ailleurs. Alors, il y a une autre préoccupation sur la langue. La langue n'est pas un critère de définition de l'influenceur pour peu que les autres éléments sont satisfaits. La voix électronique, l'utilisation de la notoriété mobilisée et le recours aux plateformes, aux réseaux TikTok et personnels. Pour peu que ces éléments sont réunis, l'intéressé satisfait à la définition de l'influenceur. Euh, le général Makosso s'est autoproclamé le plus grand influenceur d'Afrique. Alors, voilà quelqu'un qui a un profil un peu atypique. Le professeur Adepo en parlerait peut-être un peu mieux. Il est pasteur, il a des milliers d'abonnés, il, mais je n'ai pas connaissance dans les... est-ce qu'il fait de l'influence commerciale? Ma réponse est hésitante. Ma réponse est hésitante. Est-ce qu'il fait de l'influence commerciale? Ma réponse est hésitante. Sans doute que les messages qu'il dérive ont une certaine prise ou une emprise sur des gens qui l'écoutent. Mais de là à dire qu'il se définit comme influenceur commercial, j'ai quelques hésitations. J'ai quelques hésitations. Alors, je pense... Si je peux juste prendre la parole là-dessus, en tout cas au regard de la loi française, l'influence commerciale ne vise pas seulement les produits, ça peut être les services ou aussi le texte dit une cause quelconque. Donc, ça pourrait rentrer dans l'influence commerciale, mais en tout cas en France, hein, bien sûr, à partir du moment où la personne tirerait des revenus de son activité en vendant, par exemple, des produits. Mais ça ne pourrait pas être juste les prédications en tant que telles qui relèveraient de l'influence commerciale. Mais en tout cas, D'accord. la cause quelconque, donc tout ce qui est syndicats, associations, etc., peuvent relever de la loi française. D'accord. Mais après, ma question serait, quel intérêt ceux qui le mobilisent auront à le rémunérer si eux-mêmes, ils ne trouvent pas un intérêt à la cause pour laquelle il fait de la promotion? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il faudrait qu'ils vendent quelque chose. Il faudrait qu'ils vendent quelque chose. Ou qu'il Voilà. assure, oui, ou alors ça peut être la promotion d'une idée politique ou d'un parti politique qui le rémunérait pour cela, par exemple. Voilà, voilà, C'est voilà. ce qu'ont visé c'est ce qu'ont visé le législateur. Ils ont visé la promotion d'idées
de syndicats. Ils n'ont pas forcément pas pensé à des partis politiques, hein, mais des syndicats, des ONG de mémoire. Hein, c'était les cas qui avaient qui a été visés, mais on peut imaginer effectivement des partis politiques. Même Pourquoi pas. religieux aussi. Religieux aussi. Hein, oui. Il y a une intervention, et ça sera la dernière sur laquelle j'interviendrai. La majorité des influenceurs dans notre région sont sans niveau et sans expertise. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais est-ce que, et je m'interrogeais, si on devait faire le commentaire de la disposition qui définit l'influence commerciale, même en France, on s'interrogerait sur ce que c'est que la notoriété. Est-ce que ça se limite à la popularité? Est-ce que ça mobilise forcément une expertise? Ces questions peuvent être posées. Et c'est pour ça qu'on peut être sceptique sur la nécessité de mobiliser une expertise. De toutes les façons, ceux qui se définissent comme influenceurs dans le contexte africain ne font pas forcément état d'une expertise avérée. À partir du moment où ils sont populaires, ils ont des milliers d'abonnés. C'est vrai que ce n'est pas un élément de définition en France, mais ça influence la réalité dans nos pratiques. Voilà un peu ce que je vais dire, hein, mais certaines réponses sont plus ou moins évasives et générales. Euh, la difficulté est que l'ordre positif à partir duquel j'interviens, la question n'est pas forcément très réglementée. Voilà, je suis désolé, je vais devoir m'empresser pour une activité qui m'appelle. En tout cas, j'ai été ravi d'intervenir dans ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gildas. Donc, on va poursuivre quelques minutes sans toi. Tu peux te déconnecter. Et je suis frappé par le fait que, il me semble que sur les 14 questions maintenant, il y en a beaucoup qui concernent la Guinée-Conakry. Il me semble, hein, et je pense qu'il y a une question qui est posée qui est, pensez-vous que recourir à l'interruption ou la suspension de l'Internet, à mon avis, il est possible que ça concerne également la Guinée-Conakry, à moins que je comprenne mal. Peut-être que le professeur Adepo peut répondre à une ou deux autres questions, et puis on laissera la parole à Sophie et Arnaud Tessier, sachant que, excusez-moi, Bernard, il y a une question qui est posée. Euh, Regarde les questions. Je pense qu'il y en a une qui t'intéresse directement, qui est posée par un ancien président de la CIB et qui s'interroge notamment sur le rôle de la CIB sur les influenceurs. Jette un œil, peut-être que tu pourras dire un mot. Donc, professeur Adopo, ma consoeur et mon confrère Tessier, et puis le bâtonnier Patier pour conclure. Alors, très bien. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais m'empresser de répondre à certaines, avoir quelques réponses. Alors, pensez-vous que recourir à l'interruption ou la suspension de l'Internet est une bonne manière de protéger les consommateurs? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut beaucoup plus. L'Internet aujourd'hui est un moyen de communication qui permet non seulement de communiquer, mais aussi de s'informer. Pas seulement sur les questions liées au marketing ou à l'information commerciale. Je pense que c'est même un besoin hein, pour le citoyen d'accéder à Internet. Il faut simplement trouver un mécanisme légal qui puisse protéger le consommateur. Nous savons que c'est une tâche assez ardue, très difficile en Afrique aujourd'hui, mais je pense que il n'est pas, pour moi, il n'est pas une bonne stratégie de recourir à l'interruption de l'Internet. Ensuite, est-ce que les pasteurs qui font véhiculer les prédications via les réseaux sociaux, je pense que les prédications à travers les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus du télé-évangélisme. Maintenant, ces prédicateurs, la question justement de la définition de l'influenceur, est-ce qu'ils reçoivent de l'argent pour cette activité de promotion? Je pense qu'il faut voir il faut poser le problème comme ça. Pour moi en Afrique, effectivement, on a beaucoup de pasteurs, hein, beaucoup de religieux qui utilisent Internet et justement qui utilisent les médias sociaux. Je ne crois pas qu'on pourrait les considérer comme influenceurs parce que justement, ils ne font pas la promotion de certains produits ou d'une cause. Je pense que c'est du télé-évangélisme. Même si le débat peut être ouvert sur cette question. Enfin, je terminerai sur
sur la question qui a été déjà relevée par Nonou, la question du général Makosso. Le général Makosso, qui est un personnage public ivoirien, qui a quand même pas mal de réputation sur Internet, mais qui utilise beaucoup plus la monétisation de ses publications et qui est payé justement à partir donc, de la popularité donc, par les propres réseaux sociaux, sur notamment YouTube, et sur Facebook et sur Instagram. Donc, ce genre d'influenceurs, ce genre de personnages, je dirais plus de personnages publics, est beaucoup plus concentré sur sa popularité qui lui permet, à partir de l'engagement, à partir du partage des différents publics, d'avoir donc de la reconnaissance et d'être rémunéré par les propres médias sociaux. Je terminerai en disant que les débats d'aujourd'hui qui sont faits en Europe et en France, je pense que ce qui a été fait en France pour encadrer la profession de l'influenceur, je pense qu'en Afrique encore, cette question-là sera abordée très prochainement, justement pour faire référence au problème crucial de la protection des citoyens, la protection du consommateur. C'est une profession qui est en plein bout, en plein développement, étant donné bien évidemment la pénétration de l'Internet et donc la croissance donc, de ce média-là au niveau donc, de la jeunesse. Les différents publics qui consomment surtout ce genre de produits de médias, c'est surtout les jeunes. Et bien évidemment, ces jeunes-là sont tout à fait exposés à cela. J'aimerais terminer en disant que cette profession est en développement, mais pas suffisamment. Parce que les personnages publics qui pourraient justement mettre à disposition leur popularité, comme les sportifs, comme les stars, les musiciens ne le font pas du tout. Je prendrai tout simplement l'exemple de Boba Didier, qui fait pratiquement pas d'influence. Il est beaucoup plus sur les questions de la publicité traditionnelle à la télévision, où il y a encore Alpha Blondy, qui est très connu à travers le monde, qui ne fait pratiquement pas d'influence, qui ne fait pas de produits, de promotion de produits. Donc, je pense que les agences de promotion, de représentation d'influenceurs, je pense que progressivement sont en train d'arriver sur le continent africain, parce que justement, c'est un continent qui a un fort potentiel et les influenceurs, je pense, auront beaucoup à faire sur ce continent-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire. C'est un plaisir de participer à ce webinaire. Merci, professeur. Est-ce que ma consoeur ou À mon lundi. frère Tessier ont un mot à ajouter avant que Bernard Vattier puisse conclure ce webinaire? Non, peut-être une réponse à une question sur la protection de l'influenceur. Je crois que c'est la dernière question. Effectivement, la loi française, par la contractualisation et l'obligation de conclure un contrat entre l'influenceur et un agent s'il a un agent, ou entre l'influenceur et l'annonceur si il exerce à titre individuel, elle a vocation aussi à protéger l'influenceur et à déterminer le cadre dans lequel la relation doit s'installer en donnant un certain nombre de garanties sur le prix, par exemple. Euh, alors, en droit français, moi, je suis spécialiste de droit du travail. Il y a quelque chose qui me heurte dans cette loi, c'est qu'on n'a pas défini de façon précise quelle était la nature de la relation contractuelle entre cet influenceur et son agent, parce que l'objectif de la loi est de faire en sorte quand même que par la professionnalisation, il n'y ait pas beaucoup d'influenceurs qui travaillent tout seuls et de moins en moins. Donc, mais ça pourrait être la même question avec l'annonceur. Et dans la première mouture de la loi, euh, il y avait la création dans le Code du travail de disposition d'un titre spécifique du statut d'agent influenceur pour précisément le sortir du Code du travail. En France, on aime bien les contradictions, hein. Donc, on met dans le Code du travail pour dire que ça ne relève pas du Code du travail. Et cette relation, finalement, entre l'agent d'influenceur et l'influenceur
était plutôt qualifié de contrat d'agence d'influence et donc ressemblait à un contrat d'agence commerciale et donc à un contrat de prestation de contrat de prestation et pas un contrat de travail. Ça a été abandonné dans la dernière mouture de la loi. On l'a évoqué au tout début de ce webinaire parce que la volonté du législateur était de protéger le consommateur et de ne pas s'intéresser au statut de l'influenceur. Mais il y aura bien évidemment une protection de l'influenceur qui sera assurée par la contractualisation obligatoire, mais par l'absence de définition du statut contractuel réel dans lequel s'installe la collaboration. L'influenceur, si jamais il est trop sous la subordination de l'annonceur ou de l'agent d'influence, pourra par exemple dire, je ne suis pas dans un contrat commercial, mais j'ai une relation de travail et donc j'ai des droits du travail qui sont associés à cela. Est-ce que j'ai suffisamment été payé? Est-ce que j'ai bénéficié du salaire minimum? Est-ce que j'ai été payé pour les heures que j'ai réalisées? Et est-ce que quand on dit que mon contrat doit terminer, les règles protectrices du droit du travail, qui sont beaucoup plus exigeantes en France que celle de la rupture d'un contrat commercial. Est-ce que ces règles ont été respectées? Je pense que c'est bien de faire des lois, mais c'est bien d'aller jusqu'au bout parce que sinon, effectivement, ça donne du travail aux avocats et c'est pas toujours le but. Merci Arnaud. Bernard, je te laisse. Je voudrais profiter de cette intervention pour dire qu'on se trouve dans une situation tout à fait exceptionnelle parce que dire que ce contrat pourrait être relevé du droit du travail ne prend pas en compte le fait que l'influenceur a lui-même un fonds de commerce, car est attaché à l'influenceur tous ses followers. Et ses followers, c'est sa clientèle et c'est son achalandage qui est sur sa personne. Et par conséquent, si la relation contractuelle cesse avec un donneur d'ordre, rien n'interdit l'influenceur à aller chercher un autre produit pour le vendre à sa clientèle, pour influer sa clientèle. Donc il y a une situation tout à fait originale et je suis persuadé qu'on aura des développements nouveaux qui vont conduire à une clarification de cette situation. Je voudrais maintenant répondre à notre confrère le bâtonnier Boubeni, que je salue. Nous avons, avec le bâtonnier Boubeni, des liens très anciens, puisque, comme il le fait remarquer, il était président de la CIB en 2004 ou 2005, et il pose la question de savoir, car il sait que la CIB est une grande organisation, qu'elle est puissante, et il pose la question de savoir est-ce que la CIB, à travers les barreaux membres, peut contribuer à sensibiliser sur la nécessité de régenter le secteur, c'est-à-dire encadrer l'influence et lutter contre la dérive. Et le bâtonnier Boubeni observe que la majorité des influenceurs dans certaines régions sont sans niveau, sans expertise, et par conséquent, ils diffusent une information qui peut être une information médiocre. Alors la CIB a beaucoup de force, beaucoup de qualité, beaucoup de compétences. Elle peut sensibiliser, et elle le fait, elle sensibilise les avocats, les bâtonniers sur les grandes questions de société. Et par conséquent, les avocats et leur barreau doivent prendre en considération ces évolutions sociales et par principe, le barreau est un acteur de la vie civile et doit effectivement intervenir pour appeler l'attention du pouvoir public sur telle ou telle situation. Mais je vais aller plus loin en m'adressant au bâtonnier Boubini pour dire qu'au fond, est-ce que cette question ne sortit pas de la compétence de la du défenseur des droits, des organisations de respect des droits? Or, le bâtonnier Boubini est le président de l'établissement public en Mauritanie pour l'organisation des droits, le respect des droits fondamentaux. Et par conséquent, il y a aussi une mission de service public et au niveau des entités qui font respecter les droits fondamentaux. Donc, nous partageons le travail. Alors, je voudrais conclure pour vous dire que, personnellement, je connaissais mal la question de l'influenceur et je trouve que le débat est particulièrement intéressant
particulièrement vivant et surtout va donner lieu à de nouveaux développements, comme je le disais tout à l'heure. Et je voudrais vous remercier tous pour les indications, les informations que vous avez données, que vous m'avez certainement influencé. C'est sûr, je comprends mieux aujourd'hui ce qu'est un influenceur, car pour moi, c'était un peu une nébuleuse. Et grâce à vos explications, eh bien, j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Et bien, en tant que juriste, eh bien, je commence à me poser des questions. Et je crois que, justement, comme le dit Baptiste Boubéni, les avocats et la CIB pourront devenir des interlocuteurs des pouvoirs publics afin que ces influenceurs ne fassent qu'une influence raisonnable dans le respect des droits de chacun et notamment de notre liberté. Alors, merci infiniment. J'ai été vraiment très, très heureux de vous entendre et je voudrais vous exprimer au nom de la CIB toute ma gratitude. Et également M. Laurent Poulet, qui est un formidable organisateur. Monsieur Loyal, merci mille fois d'avoir permis ce moment de formation, d'information. Et merci à tous qui y avez contribué avec particularité. Et je vous dis à Merci. bientôt.